La plupart des gens scrutent les marchés jour après jour. Ils sont figés sur les bougies rouges ou sur les bougies vertes, sur la chute des prix, ou ils sont concentrés sur les réseaux sociaux ou paniquent à la moindre volatilité en short terme. C'est tout à fait compréhensible parce que la plupart des gens ne connaissent que cette manière de regarder le marché. Mais cette concentration vous fait perdre le fil de la réalité. Pourquoi l'attention du public vis-à-vis du marché est-il bloquée? C'est juste que les mouvements du retail, pour la plupart du temps, tous les changements se passent en privé. Les rencontres politiques, des changements de cadre institutionnel, y compris le Rassemblement international de Davos, comme celui qui est en train de se passer actuellement en Suisse, ce changement ne s'applique pas sur les applications de trading ou graphiques publics, mais s'applique au sein même des mécanismes du système global financier. Nous ne sommes plus dans un cycle traditionnel normal. Ce n'est plus une question de bull market ou de bear market. Ce n'est plus une question de rotation ou de correction. Ce dans quoi nous sommes en train d'entrer est une phase où les institutions eux-mêmes s'assurent le contrôle à long terme sur les infrastructures financières en faisant fermer la fenêtre d'accès. Il ne s'agit pas principalement du fait que les actions montent ou que les prix des actifs sont en hausse. Le prix n'est que le signal de surface. Ce qui se passe réellement est que la disponibilité disparaît. La capacité des participants au quotidien à acquérir ou détenir de manière significative des actifs stratégiques est réduite étape par étape. Parce que lorsque les grands ou les plus grands gestionnaires d'actifs ou dépositaires ou décideurs publics du monde parlent de rétablir la confiance et de repenser au cadre financier mondial issu du système de Bretton Woods, ils ne font pas des réunions créatives sur des idées du futur. Ils communiquent qu'un système de remplacement est déjà opérationnel et en cours de déploiement. Parce qu'une fois que le système comme celui-ci a atteint sa pleine mise en œuvre, ils ne reviennent pas en arrière. L'infrastructure financière ne fait pas machine arrière. Elle ne fait que se moderniser et se consolider et se renforcer. Les grandes transactions structurelles comportent toujours des risques, mais prétendre que rien ne se passe comporte également des propres risques. Ce qui apparaît aujourd'hui comme des liquidations généralisées sont une faiblesse du marché et en réalité un écran de fumée. Et sous cette surface, la plus grande accumulation d'actifs financiers stratégiques de l'histoire moderne est en train de se produire. La valeur est déplacée à des environnements de liquidité ouverts vers des avoirs de contrôle à long terme. Ce que nous observons dans la phase d'ouverture de 2026 n'est pas un ralentissement typique. Il s'agit bien d'une migration systémique. L'ordre financier qui a façonné le siècle dernier du commerce mondial reposait sur une hypothèse simple de la confiance dans un système de réserve centralisé. Pendant des décennies, cette structure a fonctionné parce que le monde l'a accepté. Mais le système ne s'effondre pas d'un coup, il s'effondre progressivement. Puis soudainement, cette fondation a maintenant atteint ses limites. Même les institutions qui ont le plus profité de l'ancien système reconnaissent que la confiance elle-même est devenue fragile. Et lorsque la confiance devient instable, elle cesse d'être un atout et commence à être passif. À ce stade, le système a besoin d'un nouveau moteur, pas d'une version plus rapide que l'ancienne, mais d'un qui est fondamentalement différent. Le changement en cours est celui de la confiance basée sur la dette vers les vérifications basées sur des règles. Des systèmes qui reposent sur des promesses et des intermédiaires aux systèmes qui reposent sur des protocoles transparents. Ce n'est pas idéologique, c'est mécanique. Ce n'est pas comparable au début du commerce électronique ou des services bancaires mobiles. Ceci est la numéralisation de la valeur mondiale qui repose sur elle-même. À ce stade, la discussion entre les décideurs publics et les institutions ne porte plus sur la question de savoir si cette transition aura lieu. Cette question a déjà été réglée. L'accent est maintenant mis sur la vitesse, sur l'intégration et la capacité. À quelle vitesse l'infrastructure peut-elle être déployée? Quelle quantité de valeur le système peut-il gérer sans se rompre ou s'arrêter? Ce changement n'est pas un complot politique. L'inévitabilité technologique. Lorsque les systèmes atteignent leurs limites, ils sont remplacés.
Les gouvernements, les banques centrales comprennent que dans ce monde d'instabilité politique croissante et d'alliances fragmentées, s'appuyer sur l'infrastructure d'une seule nation est trop dangereuse. Ils ont besoin d'un système qui soit neutre, des systèmes qui ne peuvent pas être facilement contrôlés ou centralisés ou militarisés par un seul acteur. C'est là que le pont neutre, actif et les couches de règlement neutres deviennent essentielles. Pour une entité souveraine, l'adoption de tels systèmes n'est pas la spéculation, c'est sa gestion de risques, sa survie, la capacité de déplacer de la valeur ou transférer des fonds par-delà les frontières en quelques secondes, sans dépendre des réseaux de suivi qui n'ont pas été conçus pour les volumes modernes. Ce n'est pas optionnel, parce que les systèmes existants sont très lents, coûteux et de plus en plus fragiles. Cependant, il y a un point clé que la plupart des observateurs ignorent. La liquidité est la véritable contrainte, parce que pour déplacer des centaines de milliards à travers un système, l'actif servant de pont ne peut pas être guère bon marché ou peu distribué. Citons un exemple comme par exemple une paille transparente ne peut pas porter sur une rivière. Si le pont de l'actif manque de profondeur, la valeur se bloque et le règlement échoue et la confiance s'effondre. C'est pourquoi l'accumulation institutionnelle à ce stade est devenue agressive et méthodique, tandis que le retail ne fait que discuter de la fluctuation des prix au quotidien. Parce que les institutions, eux, se concentrent sur l'offre, sur le contrôle, sur la conservation et le positionnement à long terme. La pensée du retail est ancrée au prix. La pensée institutionnelle est ancrée à la rareté, au volume et à la fonction. Dans les cercles professionnels, une expression gagne du terrain. Le grand prix est exclu. Cela fait référence au moment où un actif cesse de se comporter comme un instrument spéculatif accessible au public et devient une infrastructure de base réservée aux grandes entités ou institutions. Cette transition n'a rien à voir avec l'émotion, c'est une conséquence logistique. L'idée de bon marché est trompeuse. Un actif dont le prix est inférieur à ce qu'il était auparavant n'est pas nécessairement bon marché. Ce qui compte, c'est combien en existe-t-il et quelle quantité est disponible et qui le contrôle. D'un point de vue institutionnel, le prix est secondaire. Le contrôle et la fiabilité sont primaires. Les données actuelles montrent qu'un nombre relativement restreint de détenteurs contrôle une partie disproportionnée. Et pour le point de vue institutionnel, le prix est tout à fait secondaire. Le contrôle et la fiabilité sont primordiaux et le nombre diminue. Les grandes entités acquièrent par le biais des canaux privés, comme le dark pool ou du gré à gré, par des bureaux de négociation, par des plateformes de négociation alternatives, retirant aussi des actifs de la circulation publique. Cela crée ce que l'on peut appeler une trappe de liquidité. Parce que, à mesure que les prix augmentent en raison de la rareté et de la demande, le pouvoir d'achat et des revenus réguliers ne peuvent pas suivre. L'épargne mensuelle qui autrefois permettait de se constituer des positions significatives perd en efficacité. Ce qui semblait autrefois réalisable devient mathématiquement irréaliste et irréalisable. Une position qui paraissait ambitieuse mais possible il y a quelques années commence aujourd'hui à ressembler à quelque chose que seules les institutions ou les gouvernements peuvent détenir. Ce n'est pas parce que les gens sont paresseux ou sont mal informés, non, c'est juste que les revenus n'évoluent pas au même rythme que la valeur au niveau du système. Pendant ce temps, malgré une faiblesse visible du marché, les soldes des exchanges sont au plus bas pluriannuel. Les actifs n'affluent plus sur le marché. Ils sont retirés, ils sont sécurisés, ils sont bloqués. C'est un signal critique. Lorsque ces systèmes deviendront pleinement opérationnels, la vitesse de déplacement de la valeur, ce que les économistes appellent la vélocité, augmentera considérablement. Et lorsque la vélocité augmentera, les prix devront s'ajuster à la hausse pour éviter la congestion. Et ce n'est pas une opinion mathématique. Il y a aussi une dimension psychologique à cette transition. Chaque grande transformation technologique crée deux groupes
D'un côté, il y a les observateurs, il y a les constructeurs. Le défi le plus difficile n'est pas l'ingénierie, c'est l'acceptation. Beaucoup de personnes ont du mal à accepter les changements qui invalident leurs modèles mentaux déjà existants. Le bruit, la critique et le scepticisme jouent un rôle fonctionnel pendant que les phases d'accumulation, ils créent une couverture émotionnelle, tandis que l'attention publique est divisée et distraite. Les institutions exécutent discrètement. Ce schéma n'est pas nouveau. Il est répété à chaque grande transformation industrielle et technologique de l'histoire. Une fois ce système pleinement activé, il n'y a plus de retour en arrière possible. Lorsqu'une entité souveraine adopte la liquidité à la demande, ce qui veut dire le ODL, on demande liquidité, le règlement instantané, le retour à des systèmes lents et opaques n'a aucun sens. Une friction, une fois supprimée, n'est pas réintroduite. La thèse centrale de cette transition a toujours été simple. Si un système fournit une réelle utilité, résout un véritable problème, la valeur émergera naturellement en 2026. Les principaux utilisateurs ne sont plus les traders traditionnels ou les traders particuliers. Ce sont les banques centrales, les dépositaires mondiaux, les institutions de règlement et des fonds souverains. Ces acteurs ne recherchent pas les rendements à court terme. Ils privilégient la stabilité, la fiabilité et le contrôle. Les objectifs de prix, les défauts et les évaluations à long terme ne sont pas arbitraires. Ils sont l'effet en aval d'une offre fixe répondant à une demande structurelle à l'échelle mondiale. Il ne s'agit pas de croyance, c'est une question de capacité. Ceux qui se sont concentrés sur la compréhension du fonctionnement du système plutôt que de réagir émotionnellement aux fluctuations de prix à court terme sont mieux placés pour interpréter ce qui se passe. Parce que la clarté et la discipline comptent, la santé physique et mentale comptent aussi. En période de changement systémique, la stabilité émotionnelle est un avantage. La croissance devient un atout. La connaissance n'est pas une garantie, mais une protection. Une nouvelle couche financière est active. L'accès est restreint une fois que l'infrastructure se solidifie. L'entrée tardive devient exceptionnelle et plus difficile. Rester vigilant et rationnel et être ancré dans les données, pas dans le bruit.